Ça y est, tu as enfin publié le tome 1 de ta saga. Les premiers avis sont super bons, t'es hyper enthousiaste, donc tu te dis que ça y est, c'est le bon moment pour écrire le tome 2. Dans un premier temps, tu es super content de retrouver tes personnages, mais c'est après que ça se gâte. Comme dirait mon cher copain Barney Stinson, attends la suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter un petit peu de la façon d'écrire une suite de romans et les difficultés qu'on va rencontrer puisque, oui, vous allez rencontrer des difficultés. Spoiler alert, désolé. Écrire un tome 2, ou en tout cas écrire une suite de saga, une suite qui n'est pas la fin, je précise. Lorsqu'on écrit une suite de saga, on est confronté à tout plein de difficultés qui vont différer des difficultés qu'on va rencontrer quand on écrit un premier tome. Je sais de quoi je parle puisque en février dernier, j'ai sorti donc, le tome 2 de ma saga La Selkie, qui est juste ici, donc c'est Les Ombres de Whitechapel, et c'est le tome 2 de ma trilogie. C'était la première fois que j'écrivais un tome 2 toute seule, puisque j'avais déjà écrit un tome 2 auparavant avec ma co-autrice Priscia, et également le tome 2 de 6 pieds sous terre, mais c'était la fin de ma duologie, donc c'était pas tout à fait pareil. Pour le tome 2 de la Selkie, laissez-moi vous dire que j'en ai bavé. J'en ai bavé comme jamais j'en avais bavé à écrire un livre. Toutes les intrigues secondaires se mélangeaient dans ma tête, et je restais plusieurs minutes à regarder dans le vide parce que à l'intérieur de mon cerveau, j'essayais de trouver une solution au bordel que j'avais moi-même fichu. Du coup, si le sujet t'intéresse, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque nous allons parler des difficultés donc, qu'on peut rencontrer quand on écrit une suite de saga et surtout mes petits conseils pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Encore une fois, ce ne sont que des conseils, ils ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Chacun a sa méthode pour écrire et je ne prétends absolument pas avoir la science infuse. Mais si tu te retrouves dans les mêmes difficultés que moi quand j'ai écrit La Selkie tome 2, je pense que cette vidéo pourra te plaire. À mon sens, la première chose à faire avant de se lancer dans l'écriture du tome 2, c'est de relire la fin du tome 1. Relire un de ces romans, c'est une épreuve pour certaines personnes, ça l'est pour moi par exemple parce que j'ai envie de changer des trucs alors que le roman est sorti, qu'il est publié, mais c'est le jeu. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise à l'idée d'écrire toute une série d'un coup et de publier aussi donc tous les romans d'un coup, pour pouvoir modifier des choses dans le tome 1, le tome 2, etc. Moi, je me suis dit que si je faisais comme ça, je ne sortirais jamais ce roman. Donc, le tome 1 était déjà sorti quand je me suis mise au tome 2. Donc, inévitablement, j'ai relu la fin du tome 1. Après, c'était plus facile dans le sens où il y avait une grosse ellipse entre la fin du tome 1 et le début du tome 2. L'ellipse, c'est une solution intéressante pour que les personnages aient continué d'évoluer sans le lecteur. Moi, j'aime bien cette façon de faire, c'est-à-dire qu'on laisse nos personnages à un endroit donné à la fin du tome 1 et on les retrouve quelques mois plus tard, voire même quelques années plus tard, au début du tome suivant. C'est intéressant pour tout un tas de raisons, puisque ça permet d'intégrer des nouveaux éléments à l'intrigue, ça permet de créer des nouveaux conflits. Par exemple, si on a terminé le tome 1 sur plutôt un happy ending, il a pu se passer d'autres choses pendant notre absence, et donc on les retrouve peut-être en train de se friter, ou ce genre de choses. C'est toujours un peu intéressant et ça tient le lecteur en haleine, mais ça peut également créer la frustration chez le lecteur, la sensation d'avoir loupé quelque chose. C'est donc à toi de voir ce que demande ton roman, si ça peut être intéressant ou pas de faire une ellipse. Y a plein d'auteurs qui ont déjà fait des ellipses, notamment J.K. Rowling qui en a fait quasiment à chaque fin de tome d'Harry Potter, puisqu'on quitte Harry Potter, Ron et Hermione à la fin d'un tome, donc à la fin de l'année scolaire, et on les retrouve un tout petit peu avant du début de la seconde, donc en général on a souvent une petite ellipse d'1 mois entre chaque tome. Une fois que tu as bien relu ton tome 1, ou en tout cas la fin du tome 1, et que tu te sens prêt à attaquer le tome 2, un des enjeux et des difficultés que tu vas rencontrer en premier, ça va être d'écrire le début. Je trouve ça toujours hyper délicat d'écrire un début puisque je ne sais pas depuis combien de temps le lecteur a lu le tome 1 et donc je ne sais pas ce dont il se rappelle. Après, vous allez me dire, libre au lecteur de relire le tome 1 avant de lire le tome 2 et je suis d'accord avec vous.
mais certains ne vont pas le faire, et moi-même je fais partie de ces lecteurs qui ne relisent pas toujours le tome 1 avant de me lancer dans le tome 2. Il y a pour ça une solution qui est toute bête et qui est super intéressante, c'est tout simplement d'écrire un résumé du tome 1 au début du tome 2. Un résumé fin comprise du coup, donc plutôt un genre de synopsis. Ça c'est pour et c'est contre, puisque ça peut aussi avoir un côté un peu barbant. Lire un synopsis avec fin, c'est jamais super agréable, mais en tout cas moi j'aime pas trop ça. Mais ça peut aussi être un exercice de style assez intéressant de le mettre en forme pour que ça fasse vraiment partie du roman. Par exemple, dans La Selkie 2, il y a un résumé au début du tome, et le résumé est mis en forme sous forme de rapport. En fait, c'est un personnage qui fait son rapport à son supérieur et qui explique les événements qui se sont passés dans le premier tome. Et je vais encore changer de forme pour rappeler les événements du tome 2 dans le tome 3. Mais ça on en parlera plus tard. Rappeler le début, ça peut être aussi une bonne idée, sinon vous pouvez tout simplement essayer d'incorporer des éléments du tome précédent dans le premier chapitre ou dans les premiers chapitres de votre tome. Après, il y a aussi le souci que ça fasse gros bloc imbuvable et qu'on retrouve le côté un petit peu infodumping qu'on essaye d'éviter. Mon conseil dans ces cas-là, c'est d'essayer de faire passer ça dans des dialogues. Alors attention, pareil, des dialogues assez légers, il faut pas que ça se sente forcé, il faut que ça vienne naturellement dans la conversation. Ça se voit à 1000 km quand l'auteur essaye de rajouter ses infos dans ses dialogues, et souvent ça a l'effet inverse de ce qui était voulu au départ. Une des très très grosses difficultés également que j'ai rencontrées en écrivant La Selkie 2, c'était les intrigues secondaires. Forcément, quand on écrit une saga, on va ouvrir des intrigues secondaires et on va les fermer au fur et à mesure que la saga avance. Il y a des intrigues secondaires propres au tome, donc que vous allez ouvrir au début du tome et refermer à la fin, forcément. Et puis il y a des intrigues secondaires qui vont se poursuivre entre les tomes. Et c'est là qu'on rigole ou qu'on pleure, selon, on ne sait pas trop. Les intrigues secondaires, au même titre que les intrigues principales qui vont se poursuivre entre les tomes, c'est super galère de pas faire d'incohérence, vraiment. J'ai passé mon tome 2 de La Selkie à essayer de ne pas faire d'incohérence avec ce que j'avais déjà écrit dans le tome 1, puisque j'écris à la façon d'une jardinière, et je n'ai absolument pas d'idée, je sais comment va terminer ma saga, mais comment ils vont arriver à certains endroits, etc., je n'en ai pas la moindre idée. Donc c'est le danger de jardiner en écrivant, mais c'est aussi ce qui fait, je trouve, la beauté de l'écriture, c'est-à-dire qu'il faut sans arrêt trouver une solution, avoir le nez dans le bouquin précédent pour chercher l'info, etc. Donc c'est un travail de longue haleine, et donc je dirais que c'est effectivement plus délicat d'écrire une suite de sagas, donc un tome 2, un tome 3, un tome 4, suivant le nombre de tomes que vous avez prévu dans votre série, que d'écrire un premier tome où on est frais, on est pimpant, on est motivé, on lance des trucs, sauf qu'en fait on ne pense pas assez au nous du futur qui va relire le tome 1, le tome 2, le tome 3, peu importe, et qui va devoir se dépatouiller avec toute la merde qu'on a fichue. C'est pas sympa. Du coup, ce que j'ai beaucoup fait pour essayer de pallier à ce problème, c'est que du coup j'ai écrit à la main dans un carnet les intrigues des différents tomes. Du coup, dans ce carnet, je notais aussi les motivations des personnages pour qu'ils aient l'évolution la plus pertinente possible. Si le personnage il est toujours le même à la fin de la saga qu'il ne l'était au début du tome 1, c'est pas intéressant parce que le personnage n'a pas évolué, il n'a pas changé, il est resté campé sur ses positions. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment va évoluer le personnage au fil des tomes, s'il va changer d'avis, quels sont ses combats, est-ce qu'il va réussir à en mener certains, est-ce qu'il va échouer, parce que l'échec est aussi très important. Si le personnage a déjà tout gagné avant même de terminer le tome 1, bon bah là évidemment on fait fausse route. Donc sur ce carnet, j'ai quand même essayé de consigner un maximum de choses pour m'organiser un minimum, puisque l'organisation c'est pas mon truc. Et donc j'ai inscrit les motivations des différents personnages, les motivations des méchants aussi, et les intrigues secondaires qui étaient propres à chaque tome. Ça peut être une bonne idée d'essayer de faire une espèce de frise chronologique pour essayer de se retrouver quels sont les différents éléments, quand est-ce qu'ils se sont passés, etc. Ça veut pas dire que vous devez tout mettre dans le roman, mais déjà ça va vous éclaircir l'esprit, vous allez un peu plus savoir où vous allez, et le rendu de toute façon ne pourra en être que meilleur.
Pour terminer sur ces bons conseils, en ce qui concerne la façon d'améliorer son expérience d'écriture quand on écrit une suite de saga, c'est super important, je pense, en tout cas à mon sens, d'avoir un bêta lecteur, voire même un alpha lecteur qui vous connaît, qui connaît la série et qui peut vous faire des propositions, qui peut également vous épauler, vous dire quand ça va pas, avec qui vous pouvez partager vos doutes. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai envoyé un message à une de mes bêta lectrices pour lui dire que j'étais bloquée, que je trouvais pas de solution, que j'étais un petit peu perdue, et sans trop la spoiler, en discutant avec elle, on a réussi à trouver des solutions, elle m'a proposé des choses, j'ai pris certains trucs et j'en ai refusé d'autres. Et l'échange est toujours bénéfique, je trouve. Et à la bêta lecture, du coup, ça passe aussi beaucoup mieux. Quelle que soit, de toute façon, votre étape dans le processus d'écriture d'une suite ou d'un premier tome, ou peu importe, s'entourer, c'est vraiment, je pense, une étape essentielle, en particulier quand on est auto-édité. Le travail d'écrivain est suffisamment solitaire comme ça. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous êtes en train de traverser une difficulté particulière dans l'écriture de votre tome, je serais ravie de vous donner un petit coup de main. Donc n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires. Je ferai donc une suite à cette vidéo et ce sera probablement le mois prochain. On parlera de comment clôturer une saga, toujours en ce qui concerne les intrigues. Essayer d'éviter l'effet toujours infodumping de quand il y a trop d'infos qui arrivent en même temps pour ne pas perdre le lecteur. Et donc ce sera le mois prochain. Comme je vous le disais, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous passez par ici. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!